Euh, Comme on dit, la vie c'est rien. La vie c'est rien. Je viens tout juste d'apprendre le décès du footballeur international camerounais Landry Nguemo. Et c'est un deuil qui m'attriste beaucoup. Sa disparition me fait vraiment de la peine. J'ai même du mal à m'exprimer, hein, vous allez m'excuser. Ce n'est pas que je le connaissais personnellement, mais ça me touche beaucoup parce que je veux dire, mon histoire est un peu proche de la sienne. Donc, je peux me mettre facilement à sa place et je ne vous mens pas que ça me fait vraiment peur. Vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. Une chose dont je suis fier quand même, n'est-ce pas, que la vie m'a donné aujourd'hui, c'est d'avoir quand même, à travers ma petite communauté YouTube, c'est d'avoir réussi à construire une communauté dont la majorité sont des travailleurs, dont la majorité sont la majorité, c'est voilà, des Camerounais, des Africains, des Sénégalais, Ivoiriens, vraiment des Congolais, des Africains qui ont l'amour pour leur patrie, l'amour pour leur continent. Et c'est important que vous suivez cette vidéo, vous qui avez l'amour pour votre continent, vous qui avez l'amour pour votre pays, parce qu'il y a des réalités que vous devez savoir. Ce qui est arrivé à Landry Nguemo et qu'il a malheureusement emporté, n'est-ce pas, a failli m'arriver sur la route, sur l'axe lourd entre Douala, Kribi et puis entre Kribi, Yaoundé. Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais vraiment, hein, je prie les ancêtres, je prie le Dieu Tout-Puissant de vous accorder longue vie, de vous accorder voilà, la grâce de pouvoir profiter du bonheur, de pouvoir profiter du succès, n'est-ce pas, que vous êtes en train de construire. Je prie les ancêtres de pouvoir, de vous donner une longue vie aussi à votre famille, à vos parents, de pouvoir vous voir prospérer. Je prie les ancêtres de me donner aussi longue vie, de pouvoir voilà, goûter ne serait-ce qu'aux fruits de l'empire que je suis en train de construire. Parce que malheureusement, ça n'a pas le cas été pour Landry Nguemo. Vous allez comprendre pourquoi je me sens si proche de lui, je me sens si proche de son décès, je me sens si attristé, si apeuré de sa situation. Landry Nguemo, c'est international camerounais, comme j'ai dit, une quarantaine de sélections à l'équipe nationale camerounaise, un relayeur, un milieu de terrain authentique. Il a d'ailleurs joué en Ligue 1 et pour ceux qui connaissent la Ligue 1, il a joué à Nancy, il a joué au Girondins de Bordeaux. Ceux qui connaissent la Ligue 1, ils savent que si quelqu'un réussit à se maintenir au top pendant 3 saisons minimum en Ligue 1, c'est quelqu'un qui a vraiment le niveau. On a souvent tendance à simplifier ce niveau de championnat-là, mais lorsqu'on prend en considération les médias français qui tirent sur tout ce qui bouge, qui ne se retiennent pas lorsqu'il s'agit de critiquer, n'est-ce pas? Donc, avec toute cette ambiance-là, si quelqu'un réussit à faire vraiment minimum 3 saisons, n'est-ce pas, au top en Ligue 1, c'est que c'est quelqu'un à qui il faut vraiment tirer un coup de chapeau. Donc, c'est pour dire que Landry Nguemo n'était pas n'importe qui. Landry Nguemo, c'est quelqu'un qui a travaillé en Europe. Donc, travailler, pour moi, c'est jouer au football. Hein. C'était ça son métier. Il a travaillé en Europe et il a décidé de ne pas manger. Il a décidé de ne pas être comme malheureusement certains footballeurs qui finissent étant très pauvres, qui ont tout perdu, qui n'ont pas su au fil des années voilà, profiter de leur fortune, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre quelque chose de côté pour leur retraite. Donc lui, il a décidé, à côté de sa carrière d'entraîneur qu'il était en train de bâtir, donc il faisait des formations pour cela, il a décidé de se lancer dans l'immobilier et il est rentré justement au Cameroun pour pouvoir investir. Malgré tout ce qu'on va dire, ce qui est sûr, c'est que son entourage lui a dit, tu ne sais pas ce que tu fais, tu joues avec le Cameroun. Ce qui est sûr, son entourage lui a dit, on va te mettre les bâtons dans les roues. Son entourage lui a dit, lorsque tu vas donner ton argent pour qu'on te construise ta maison, les gens vont voler. Mais voilà, il est passé au travers de tout cela. Il a, malgré tout cela, il est rentré au Cameroun et ce n'est même pas comme moi que je vais dire, j'ai constitué la majorité de mes investissements à Douala et ses environs. Lui, il est rentré dans son village natal pour pouvoir redonner vie à son village avec un phénomène qu'on connaît tous aujourd'hui qui cause beaucoup de dégâts dans la majorité des pays africains, c'est l'exode rural. Beaucoup de personnes décident de quitter les villages pour aller en ville. Et lorsqu'ils vont arriver en ville, ils vont trouver des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre la route pour quitter la ville et aller en Europe. Et ceux qui quittent le village pour aller en ville vont regretter. Ceux qui quittent la ville pour aller en Europe, une fois sur place, ils vont regretter et dire aux gens de ne pas quitter leur ville ou alors
alors leur pays pour se retrouver en Europe. Donc, c'est fort de ce constat-là que Landry Nguemo a décidé de créer un métier, de créer de l'attraction dans son village natal, qui est le village ou la ville de Chang. Et malgré l'université qu'il y a déjà là-bas, malgré des campus scolaires qu'il y a déjà là-bas, il a décidé, ça ne fait même pas 3 semaines. Oh Seigneur, franchement, c'est tellement triste. Je veux dire, je m'imagine en tant qu'entrepreneur, un seul instant que cela m'arrive, je ne sais même pas ce que j'aimerais dire, je ne sais pas ce que je dirais à ma famille, je ne sais pas ce que je dirais à tous ces gens-là qui me supportent. Il a décidé de construire, je ne sais pas si c'était un hôtel, certains parlent d'hôtel, d'autres parlent de l'appartement meublé, mais quoi qu'il en soit, il a décidé de construire un complexe qu'il a dédié à sa maman. Ça ne fait même pas 2 semaines qu'il inaugurait cela avec l'autre footballeur, un autre footballeur international camerounais qui est son très grand ami. Donc, du coup, il va inaugurer ce complexe-là au nom de sa mère, pardon, et 2 semaines plus tard, il va décéder. Il va décéder sur accident de circulation sur la ligne Yaoundé-Bafoussam. C'est très triste. C'est très triste parce que on peut regarder ce problème sur plusieurs angles. On peut dire il a décidé de mettre son argent au service de son pays. Voilà comment il est mort. On peut commencer à critiquer les routes. On peut commencer à critiquer peut-être son ami avec qui qui était chauffeur. On peut dire il n'aurait pas dû doubler, etc. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que très peu de personnes sont réalistes. Très, très peu de personnes sont réalistes. On ne peut pas dire que quelqu'un va conduire sans doubler un camion. Les camions qui roulent, déjà que ces camions qui roulent en Afrique, au Cameroun, n'importe comment, sont des camions qui sont tellement usés. D'autres camions se permettent de rouler vraiment à 10 km par heure. Je ne fais pas de l'exagération. Il se permet de rouler à 10 km par heure. Si tu es en train de prendre une route et que les routes sont tellement étroites, il n'existe pas d'autoroute au Cameroun. J'ai peur même quand je dis ça parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver lorsque je serai au Cameroun encore. Je sais pas bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'existe pas d'autoroute. Les routes sont tellement étroites et souvent lorsque tu doubles, tu dois juste faire un signe de croix pour les chrétiens ou alors demander de l'aide à tes ancêtres et entamer le doublement pour dépasser le camion. Et c'est peut-être, n'est-ce pas, lors d'un de ces dépassements-là que le chauffeur ou alors l'ami de Landry Nguemo a donc fait collision avec un camion, ou alors peut-être c'est un autre camion qui voulait doubler un autre camion qui était plus lent. La route étant tellement étroite, s'est retrouvé du même côté que le footballeur international camerounais. Mais quoi qu'il en soit, l'état de la voiture, vraiment, ça fait froid au dos. Ça fait vraiment froid au dos. Je profite de cette vidéo pour passer mes condoléances les plus sincères à toute sa famille, à sa maman qui doit être inconsolable. Je n'imagine même pas la douleur pour une maman d'enterrer son fils. Donc, vraiment... mais c'est condoléances. Maintenant, pour revenir à moi, pourquoi est-ce que je me sens si proche de cette disparition-là? C'est parce que justement, moi aussi, je travaille depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui en Europe et tout ce que j'ai réussi à amasser en Europe, mais vraiment tout ce que j'ai réussi à amasser en Europe, je suis allé déposer tout cela en Afrique. J'ai investi dans l'appartement meublé où je travaillais jusqu'ici avec mon petit cousin qui m'a rejoint, donc j'ai fait venir ici en Allemagne, donc on a voyagé récemment ensemble. Et de l'autre côté, j'ai aussi investi dans une ferme qui a une capacité de pratiquement 400 porcs. Et cette ferme-là, je travaille avec mon frère et je travaille avec une autre personne, n'est-ce pas, qu'on a embauché pour pouvoir travailler avec nous et les choses se passent très bien. Aujourd'hui, la ferme réussit à nourrir mon frère, la ferme réussit à nourrir aussi l'autre personne avec qui on travaille. L'appartement meublé jusqu'ici a permis de payer les frais de visa et le billet d'avion de mon cousin. Donc, ce sont des investissements dont je peux être très fier. Mais lorsque je suis arrivé au Cameroun récemment, vous avez vu, j'ai posté la vidéo de l'interview avec Papa Ouattara. Papa Ouattara, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Longue vie à toi, Papa, si tu regardes cette vidéo. C'est l'un de ces riches-là, j'ai envie de dire ça comme ça, l'un de ces riches-là, l'un de ces papas-là qui est très ouvert parce que beaucoup de riches, on a énormément de riches, des papas qui sont fortunés au pays, dans le continent, mais ils sont généralement
très très cachés, ils aiment vivre cachés, ils aiment être discrets, ils ressentent une certaine honte ou alors une certaine peur on ne leur demande même pas de dire les chiffres, hein, mais de dire ne serait-ce qu'ils sont riches. Donc moi, ayant aujourd'hui pour mentor un père qui est tellement ouvert, un père qui est prêt à donner les secrets de sa réussite, un père qui nous explique comment est-ce qu'il a investi dans l'immobilier, en même temps il investissait dans l'achat des terrains, en même temps il investissait dans l'élevage des porcs et l'élevage des poulets, un père qui est prêt à partager tout cela avec nous et le combat aussi dont je me suis donné de dire que si je réussis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur en Afrique, je n'aimerais pas être le seul. J'aimerais que derrière, il y ait ne serait-ce que 50 autres personnes qui aient réussi avec moi ou alors grâce à moi. Raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, raison pour laquelle je tenais à tout prix à aller visiter Papa Ouattara, dont je vais poster la deuxième partie de notre interview demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Et donc, on a aussi eu l'idée qu'en décembre 2024, avec les benguistes, entre guillemets, qui seront au Cameroun, et ceux aussi qui sont déjà au Cameroun et qui seraient intéressés, qu'on peut organiser une sorte de meet and greet, n'est-ce pas, dans un hôtel à Douala de la place, où vous aurez l'occasion de rencontrer Papa Ouattara en vrai, de faire de lui définitivement votre mentor, de prendre sa carte. Ici, ce n'est pas le commerce ou quoi que ce soit. On ne sait même pas encore combien on va vous demander parce que même si on vous demande un montant, ce ne sera vraiment que pour la location de l'hôtel parce qu'il tient vraiment à cela. Il veut vraiment que les gens viennent voilà, gagner beaucoup plus que dans l'interview dont on va poster la deuxième partie demain. Donc du coup, lorsque je décide d'aller chez Papa Ouattara, je vous ai déjà dit sur cette chaîne, hein, lorsque vous voulez investir en Afrique, c'est la raison pour laquelle je vous dis, faites-vous accompagner. N'hésitez vraiment pas à me contacter pour ceux qui jugent que la petite expérience que j'ai sur le continent peut leur être utile parce que j'ai appris tellement de choses, j'ai fait tellement de choses seul parce que j'étais obligé de le faire seul. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous rentrez pour investir au pays, vous devez, si vous voulez réussir, n'est-ce pas, vous devez, ou alors si vous ne voulez pas vous faire arnaquer, vous ne voulez pas être le témoignage de multiples arnaques sur le continent, vous devez vous faire accompagner, les amis. Vous devez vous faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner. Je suis allé vers les gens qui ont déjà réussi sur place et je vous demande de faire pareil. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez être indépendant. Vous devez tout faire pour arracher votre indépendance. Lorsque vous arrivez au Cameroun, vous pouvez, hein, parce que vous n'avez pas forcément la culture sur place, très rapidement, vous pouvez avoir des mauvais esprits. Les gens ne le font pas forcément exprès, mais l'environnement est toxique. Je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas que l'État qui rend l'ambiance entrepreneuriale en Afrique voilà, néfaste, mais il y a aussi l'entourage. Vous allez avoir les gens qui vont vous tirer vers l'alcool, des gens pour qui si vous roulez dans une voiture, vous mettez la ceinture de sécurité, on va mal vous regarder, on va dire vous vous vantez. Des gens pour qui, voilà, si vous mettez à calculer beaucoup avant de dépenser, n'est-ce pas, vous ne dépensez pas n'importe comment, tout de suite vous allez devenir radin. La majorité des gens avec qui vous allez vous retrouver sont des gens qui vont à chaque fois, parce que peut-être vous êtes le porteur, entre guillemets, comme on dit, ils vont toujours mal parler des autres pour pouvoir être bien vus à vos yeux. Et ils vont être tellement crédibles qu'ils vont vous pousser aussi à détester les autres personnes. Tout ça, c'est pour vous dire que l'environnement est tellement toxique que vous devez à tout prix être capable de faire la majorité des choses de vous-même. Et lorsque vous demandez même un service à quelqu'un, généralement, le prix que vous payez, hein, je veux dire, le prix que vous payez dépasse le prix que vous aurez payé à quelqu'un, à une personne lambda pour vous aider, n'est-ce pas, que de demander à un membre de votre famille ou alors à vos amis. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que les amis, quand vous rentrez sur place, sachez que votre famille a changé. C'est pas parce que c'est votre frère, c'est pas parce que c'est votre soeur que vous êtes encore de bonnes mains, ou alors c'est pas parce que c'est votre ami. Lorsque vous revenez, la majorité des personnes, je ne suis pas content de le dire, mais la majorité des personnes n'ont qu'un seul objectif en tête, c'est de vous appauvrir, c'est de pouvoir profiter de vous au maximum. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la majorité des personnes. C'est fort de ce constat-là que j'ai décidé de faire beaucoup de choses de façon autonome et la conséquence c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes se sont éloignées de moi. Lorsque je reviens au pays, ça va faire peut-être 3 ans aujourd'hui hein, que plus personne ne vient me chercher à l'aéroport. Quand je reviens au pays, je me bats avec un Uber pour rentrer voilà, chez moi ou alors dans l'hôtel où je vais loger pendant mon séjour. Donc beaucoup de personnes tellement, je vais dire la majorité, je ne suis presque même plus entouré, je ne suis entouré que par des personnes avec
avec qui je travaille. Et c'est aussi quelque part ce que je voulais. Je suis fier de cette situation-là. Donc, lorsque je dis que je vais aller à Kribi, je me dis, comment est-ce que je vais faire? C'est vrai que j'ai déjà pris la route pour aller à Kribi une fois, mais la voiture que j'avais, c'était une voiture sophistiquée. Donc, c'était une voiture, donc, même si quelque chose m'arrivait, je pouvais quand même me dire, avec un peu de prudence, un accident, peut-être ça ne va pas prendre ma vie, quoi. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, du coup, cette fois-ci, j'avais une petite voiture que j'ai achetée récemment pour mes déplacements au pays. Il s'agit d'une Toyota Auris. Vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est vraiment une petite voiture. Donc, voilà, la carrosserie n'est pas très, très robuste. Ce n'est pas une 4x4 qui va peut-être te protéger lors des dommages. Donc, j'ai eu peur de prendre la route pour aller à Kribi parce que d'un côté, je devais aller à Kribi pour notre interview qui me tenait vraiment à cœur. Et de l'autre côté, je devais quitter de Kribi pour aller à Yaoundé pour faire mon passeport parce que j'avais besoin pour des raisons de, voilà quoi, la préfecture en Allemagne qui menaçait que si tu ne viens pas, du jour au lendemain, hein, on te sort une loi qui te dit que tu ne viens pas avec un passeport dans tel nombre de temps, on risque de te retirer ton titre de séjour et on va te donner une amende et tout. Vous connaissez les menaces des Allemands. Donc du coup, j'étais au Cameroun et j'étais dos au mur, donc il fallait que je fasse mon passeport au plus vite. Raison pour laquelle je devais quitter de Kribi, aller à Yaoundé faire mon passeport, quitter de Yaoundé, rentrer sur Douala pour aller continuer mes travaux à la ferme. Donc du coup, je me dis, comment est-ce que je vais faire? Étant quand même quelqu'un de courageux, je me dis que je vais prendre la route. Je n'ai pas envie de supplier les gens, je n'ai pas envie de payer quelqu'un pour avoir peur de lui dire de rouler doucement, alors que je suis en train de le payer. Je lui dis de mettre la ceinture, il va se fâcher. J'ai dit, je vais remettre ma vie entre mes mains, entre les mains de mes ancêtres et entre les mains de Dieu. C'est comme ça que j'ai pris la route. Je vais vous montrer juste un petit extrait, hein. Vraiment juste un petit extrait pour que vous voyez que là, ce n'est pas un camion qui a failli me tuer, mais c'était un gros trou sur la route. Des choses qui ne s'expliquent pas, les amis. Quand vous quittez de l'Europe, quand vous quittez de l'Occident, vous allez au pays, il y a des trucs que vous vous dites que non, ça ne peut pas m'arriver, alors que ça peut vous arriver, alors qu'il y a de très fortes chances que ça vous arrive. Tu es en train de rouler sur une route où peut-être sur 4 km, il n'y a vraiment pas de trou. La route est certes étroite, mais il n'y a pas de trou, absolument pas de trou. Et tu es déjà habitué, quoi. Quelque part, tu as pris la main, tu es en train de rouler. J'étais à une vitesse de pratiquement 70, 80 et j'étais tellement heureux, n'est-ce pas, de rouler au moins sur un petit tronçon dans mon pays où la route est propre et tout, où j'ai pris mon téléphone pour pouvoir capturer des souvenirs. J'avoue ici que ce n'est pas un acte qui est conseillé au volant, mais je me suis fié à mon expérience, je me suis fié au tronçon de la route. À peine j'ai pris mon téléphone, à peine, mais vraiment j'ai pris mon téléphone, que je voulais arrêter d'une main et conduire de l'autre main. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas demandé à mon petit cousin d'arrêter le téléphone. Vraiment, comme je dis, pour ceux qui disent toujours qu'il faut être prudent sur la route, éviter les dépassements et tout, soyez un peu réaliste et dites-vous qu'il peut arriver des moments d'inattention. Il ne faut pas dire que non, il faut être prudent et ça va aller. On doit mettre la pression sur nos gouvernements pour qu'ils puissent faire quelque chose. Donc du coup, à peine j'ai pris mon téléphone pour faire la vidéo, je me retrouve au milieu d'un gros trou sur la qui ne s'explique vraiment pas. C'est comme ça que je rentre dans le trou et voilà, je laisse tomber le téléphone et je serre le volant des deux mains pour pouvoir ne serait-ce que maintenir l'équilibre du volant. Ce n'est pas la seule chose qui m'est arrivée. Je vais d'abord vous faire passer l'extrait, vous allez voir, hein, c'est vraiment juste 5 secondes, vous allez voir afin de comprendre un peu ce que je veux dire par là. Donc, je disais que ce n'est pas la seule chose qui m'est arrivée. L'autre chose qui m'est arrivée, c'est là où je vais avoir aussi votre avis sur ça. Vous savez que je suis traditionnaliste. Je ne suis pas chrétien, mais je n'ai rien contre les chrétiens tant que la foi de quelqu'un va lui permettre de pouvoir mener une vie assez positive, une vie qui laissera des traces positives sur cette terre. Je pense que quelque part, c'est aussi ce que Dieu veut. Donc, il n'est pas important de savoir de quel côté est le Dieu suprême. Je pense que le Dieu suprême lui-même juge l'homme par ses actes, il juge l'homme par ce qu'il a dans le cœur. Donc, moi étant traditionnaliste, croyant beaucoup à la tradition, étant très proche de ma mère par rapport à cela, aussi à cause d'une histoire familiale dont je vous raconterai un de ces quatre.
lorsque je suis avec mon petit frère, vous savez, chez nous au Cameroun, je ne sais pas comment c'est chez vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais chez nous au Cameroun, lorsque tu as le visa, c'est exceptionnel. Donc, quand tu as le visa pour aller en Europe, tu as déjà réussi ta vie, quoi. Les gens sont loin de s'imaginer qu'il y a encore un combat que tu dois faire en Europe pour pouvoir effectivement réussir. Mais j'étais avec mon petit cousin, il a réussi, il a réussi. Il a eu son visa et me voilà qui le chope, je le mets dans une petite voiture et nous sommes en train d'aller à Kribi, quitter de Kribi, aller à Yaoundé, etc. Il y a ma mère et il y a la mère de mon petit cousin qui paniquait, mais n'osait pas nous dire cela depuis. Donc vraiment, il paniquait et tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un voyant ou un marabout ou je ne sais pas quoi qui leur a dit qu'il faudrait qu'on donne une somme de 50 000 le même jour qu'il a annoncé cela, qu'il faudrait qu'on donne une somme de 50 000 pour qu'ils puissent aller travailler, faire des rites. Sinon, on devait faire le tourneau, on devait faire un accident grave et on devait mourir sur le champ. Imaginez-vous, on dit ça à quelqu'un. On me dit ça parce que lorsque j'ai fini l'interview avec Papa Ouattara, j'avais, juste pour vous raconter la brève histoire derrière le passeport, j'avais un numéro orange qui commence par 658, je crois. Bref, c'est un numéro orange qui s'apparente à un numéro MTN. Donc, même généralement, quand j'appelle les gens, on me dit, est-ce que c'est un numéro MTN? Je dis, c'est orange et tout le monde est surpris. Je ne sais pas d'où vient ce genre de numéro. J'ai acheté la puce comme ça pour faire mes activités et c'est comme ça que ma puce est venue, quoi. Donc, du coup, cette puce-là, je ne sais pas quel type de problème ça, mais avec la puce, je ne pouvais pas prendre de rendez-vous en ligne pour pouvoir aller faire le pré-enroulement pour mon passeport. Mais ce n'est que plus tard que j'ai su que le problème était ma puce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai passé le temps à essayer. À chaque fois, on me disait échec, échec. J'ai même demandé à quelqu'un ici, à mes amis ici en Allemagne, de faire le pré-enroulement pour moi. Ils ont fait, parce que j'avais déjà fait des multiples tentatives dans le système. On a bloqué. Donc, du coup, ça veut dire que plus personne ne pouvait faire ça, à part moi-même. Donc, du coup, Papa Ouattara va m'aider en me donnant le numéro des préfets, en fait, en me donnant le numéro des personnes un peu haut placées qui pourraient m'aider. Et lorsque je contacte ces personnes-là, ils me disent en plus des 110 000 francs que je dois payer pour le passeport, ce qui est le prix normal, je dois payer encore en plus 130 000. Donc quand je fais part de cela, Papa Ouattara me dit, mon fils, vraiment, bats-toi, hein. Tu es un homme, il faut que tu te battes. Il faut comprendre que c'est les réalités du pays. Donc bats-toi pour sortir de ce merdier-là. Je dis ok, je décide donc d'aller affronter les choses sur place à Yaoundé. J'ai décidé d'aller donc au centre même de préenroulement pour faire part de mon problème. C'est comme ça que je m'engage. En fait, je suis sur le point de prendre la route. Quand ma maman m'appelle pour me dire que ne prends pas la route parce que tu vas mourir avec ton petit frère, vous allez mourir sur le champ. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vous ferait hein, à vous de recevoir une telle nouvelle de votre maman. Donc du coup, moi je lui ai dit, voilà maman, j'ai compris, je vais faire attention. Elle dit non, 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 attends, on va finir d'abord de travailler, il faut que tu envoies l'argent et tout. Je lui ai dit d'accord, je vais te rappeler. Donc je n'ai pas rappelé, il y a mon oncle qui a appelé, je n'ai pas pris. Il y a la maman de mon petit cousin qui a rappelé, je n'ai pas pris, vraiment, j'étais énervé, j'étais franchement énervé. J'ai décidé quand même de prendre la route parce que si je ne prends pas la route et que je n'ai pas mon passeport dans les 3 ou 4 jours qui devaient suivre, c'est en Allemagne que je devais avoir les problèmes. Et croyez-moi, hein, il y a 2 personnes, on dit toujours, tu as 2 types de bureaux, de préfectures avec qui tu ne dois pas avoir des problèmes ici en Allemagne. La première préfecture, c'est la préfecture des étrangers. La deuxième préfecture, c'est les centres d'impôts. Donc, tu ne dois pas avoir des problèmes avec ces 2 types de personnes-là parce que ce sont des problèmes qui risquent de te poursuivre pendant toute ta vie, tout ton séjour en Allemagne. Moi, je voulais absolument éviter cela et je me suis encore, jusque-là, je me suis fié à mon expérience, je me suis fié à moi-même. Je me suis dit que si je suis extrêmement prudent et que je me remets à Dieu, je ne vois pas pourquoi un marabout va annoncer ma mort et puis je vais mourir. Je fais la tête, je prends quand même la route, mais mon petit frère lui-même, il a très vite remarqué lorsqu'on a pris la route à quel point j'avais vraiment peur et je n'arrivais pas à faire sortir cela de ma tête. Mais je n'avais pas le choix, il fallait que j'aille à Yaoundé. C'est comme ça que je pars à Yaoundé, je résous mes problèmes et puis il faut encore reprendre la route pour rentrer sur Douala. Je tiens encore à dire, je n'ai personne qui va m'aider, personne qui va me conduire jusqu'à Douala
Donc, du coup, je suis obligé de le faire moi-même. Donc, je décide encore hein, pour ce trajet-là de remettre ma vie entre mes mains et entre les mains de Dieu. Et je prends la route en faisant extrêmement attention. Ceux qui font la route de Yaoundé jusqu'à Douala le font généralement en maxi 4 heures. Moi, je fais la route en 5 heures, voire même 6 heures de temps, en roulant franchement lentement. Et lorsque j'arrive à Douala, j'appelle ma maman pour lui dire que voilà, je suis arrivé sans problème et tout. Et puis, j'ai essayé de mettre un peu les points sur les i, quoi. Donc, il faudrait que même dans cette histoire de traditionnaliste-là, qu'il faudrait qu'on sache la limite. C'est un peu comme même chez les chrétiens. C'est pas parce que toi, tu es chrétien, c'est pas parce que tout le monde voit que tu manifestes ta foi. Quand un pasteur va te dire, abandonne ton mari parce que c'est un sorcier ou je ne sais quoi encore. Donc, c'était pratiquement la même chose. C'est pas parce que je suis traditionnaliste qu'on va me dire, c'est bien fait pour toi. On vous demande de croire à Dieu parce que même dans le christianisme, il y a toujours ces types d'affaires-là. Raison pour laquelle, lorsqu'aujourd'hui, j'apprends la mort de Landry Nguemo, pour revenir à lui, parce que c'est de lui qu'il s'agit dans cette vidéo, lorsque j'apprends la mort de Landry Nguemo, je me dis, si le marabout avait eu raison, parce que la question se pose, si le marabout, le voyant, avait eu raison et que, effectivement, Douglas de la chaîne Réalité Afro Business avait perdu sa vie sur un accident de la route, comme je dis, que Dieu m'en préserve, ça aurait été pratiquement pareil. On aurait toujours dit, il a travaillé en Europe, il a fait ses investissements au Cameroun, en Afrique, pour pouvoir aider sa famille. Il a ouvert une chaîne YouTube pour pouvoir booster les Africains, pour pouvoir aider les Africains à ouvrir vraiment les yeux lorsqu'ils veulent investir au pays, qui ne rentrent pas pensant que tout est beau, en se fiant peut-être aux vidéos d'autres personnes, n'est-ce pas, qui font aussi leur part de boulot, mais qui ne sont peut-être pas toujours très, très réalistes. Donc, on aurait peut-être dit tout cela, mais je serais quand même passé. Et tout cela, ça me fait peur. Tout cela, ça me fait vraiment peur parce que après le voyage que j'ai fait de Douala à Kribi, Kribi à Yaoundé, Yaoundé à Douala, après ce voyage-là, j'étais un peu plus confiant et je me disais, finalement, il n'y a rien sur la route. Finalement, lorsqu'on est prudent, tout se passe bien. Mais cette histoire me fait revenir vraiment à la réalité. Cette histoire me montre encore que lorsqu'on prend la route, non seulement il faut être prudent, mais ça ne suffit pas. Parce que tu as l'état des routes, tu as une route qui du jour au lendemain. Il suffit que tu fasses un mois, tu ne prends pas la route. Lorsque tu reviens, il y a un trou énorme. Il y a comme un volcan sur la route, tu ne sais pas d'où ça sort. Et si tu ne connais pas la route, franchement, tu perds ta vie, quoi, vraiment dans un trou. À part ça, tu as aussi voilà, la grâce de Dieu, la grâce des ancêtres qui t'accompagnent. Donc, vraiment, il y a beaucoup de paramètres. Il y a vraiment beaucoup de paramètres et tout ça rend humble. Tout ça rend vraiment humble et c'est vraiment ce qui m'a marqué. C'est la raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra pour pouvoir faire part de ce témoignage-là. Vraiment, je présente encore mes sincères condoléances à toute la famille du footballeur. Comme j'ai dit, je suis vraiment touché. Je tire un gros coup de chapeau. Je donne vraiment du respect à tous ses œuvres, à tout ce qu'il a fait. Le fait d'avoir travaillé en Europe et de rentrer et investir en Afrique pour pouvoir mettre son pays, son village, sa ville natale en haut, c'est vraiment ce qu'on demande à tous les Africains. Si on était moins dans le bavardage et plus vraiment dans le concret, que chacun, ce qu'il gagnait, les Européens, les Occidentaux allaient peut-être même réfléchir sur les lois qu'ils allaient voter pour nous interdire d'investir chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne nous interdit pas d'investir chez nous? C'est parce qu'on n'investit pas assez. C'est parce qu'on ne représente pas un danger. Donc, vous comprenez vraiment pourquoi est-ce que c'est urgent d'investir chez soi. Parce que la vie, c'est rien. On peut tous passer du jour au lendemain, mais ce qu'on retient de toi, on ne va pas dire, non, il m'avait donné une bière, c'est quelqu'un qui mettait des statuts sur WhatsApp qui étaient drôles, c'est quelqu'un qui se lâchait. Non, tout ce qu'on retient, c'est quand on va regarder, on va dire, voilà l'hôtel de Landry Nguemo. Quand on va passer, quelqu'un qui arrive dans la ville de Tcham pour la première fois, on va dire, tu connais l'hôtel là? On va dire, non, c'est l'hôtel de Landry Nguemo qu'il avait dédié à sa mère. Il est décédé 2 semaines après. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Si c'est que tu pars, moi, si c'est comme je vous ai dit, que Dieu m'en préserve, il ne faut pas qu'on dessine beaucoup le diable sur le mur de peur qu'il ne se manifeste. Mais si le voyant avait eu, le marabout avait eu raison et que j'étais vraiment parti, qu'est-ce qu'on aurait dit de moi? Lorsque vous serez passé dans le village de Kaké, où il y a ma ferme, vous aurez pointé du doigt, vous aurez dit, lorsqu'on prend cette entrée-là, c'est pour entrer dans la ferme de Douglas. Va sur Internet, tu vas voir ces vidéos sont encore là, il disait des choses très intéressantes. C'est vrai que souvent, il bavardait beaucoup, à ses débuts, il s'embrouillait peut-être un peu beaucoup, mais le fond de son message, c'était toujours quelque chose qui pouvait aider. Il ne prenait jamais sa caméra pour parler pour rien. Donc, du coup,
voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Et comme je dis encore, je prie vraiment pour que nous qui sommes, je sais que tous ceux qui regardent ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont des gens qui travaillent, sont des gens qui soit ont déjà des projets en Afrique, soit sont sur le point voilà, d'implémenter leurs projets en Afrique. Je prie pour que vous puissiez goûter au succès, vous puissiez goûter aux fruits de votre travail. C'est tout ce que j'avais à vous partager. Dites-moi ce que vous pensez de cela en commentaire. Dites-moi de ce que vous pensez des routes, si vous avez déjà pris les routes. Dites-moi de ce que vous pensez voilà, des usagers de la route. Hein. Si vous avez déjà, vous êtes déjà fait conduire par quelqu'un, peut-être qui s'est fâché de mettre la ceinture de sécurité ou alors à qui vous avez demandé de rouler un peu moins rapidement. Dites-moi ce que vous pensez du travail que le gouvernement devrait faire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement camerounais ne fait pas assez? On peut penser que le gouvernement ne fait vraiment pas assez. On tire sur le gouvernement parce qu'on se dit que c'est facile. Mais j'ai eu une discussion avec un fervent défenseur du RDPC récemment où il avait des arguments qui n'étaient pas bêtes, qui n'était vraiment pas bête du tout. La décision était très, très importante. Peut-être quelqu'un qui me regarde, c'est aussi peut-être quelqu'un comme ça. Hein. Ne crois pas que ici, tu ne peux pas donner ton avis parce que la majorité des personnes est contre le RDPC. Sens-toi libre de dire ce que tu penses en commentaire par rapport au travail que le gouvernement fait. Est-ce que tu trouves que le gouvernement camerounais fait son travail? Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Je me suis lâché. J'ai dit ce que j'avais sous le cœur. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si les astuces business, les astuces des réalités, n'est-ce pas, dont je fais face et les autres entrepreneurs font face sur le continent africain vous intéressent. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.